Je suis Louis XVI, né Louis-Auguste de France, et destiné dès ma naissance à occuper le trône le plus éminent d'Europe. Monté sur le trône en 1774 après la mort de Louis XV, mon grand-père, j'ai hérité d'une monarchie en pleine décadence, minée par des décennies de guerre et un luxe outrancier. Mon règne, qui s'est étendu jusqu'à ma chute tragique en 1792, fut marqué par une série de réformes inachevées, une révolution bouleversante, et finalement, ma propre destruction. Dès mon avènement, je fus confronté à une situation financière désastreuse. Les caisses de l'État étaient vides, et la dette nationale avait atteint des niveaux insoutenables. Conscient de la nécessité de réformes profondes, je nommai des hommes de talent tels que Turgot et Necker à des postes clés pour réformer l'administration et alléger le fardeau fiscal. Ces efforts, bien que louables, se heurtèrent rapidement à l'opposition farouche des privilégiés, des parlements et même de certaines factions au sein de la noblesse et du clergé qui voyaient d'un mauvais œil toute tentative de diminution de leurs privilèges. Face à l'échec de ces premières tentatives de réforme et à la pression croissante pour redresser les finances, j'ai été contraint de convoquer les États généraux en 1789, une assemblée tripartite traditionnellement chargée de conseiller le roi en temps de crise. Cette décision, bien que prise à contre-ségur, marqua le début de la Révolution française. Les députés du tiers-État, se sentant ignorés et méprisés, se proclamèrent bientôt Assemblée nationale constituante, s'arrogeant le pouvoir de rédiger une nouvelle constitution. Les événements s'accélérèrent avec une rapidité foudroyante. La prise de la Bastille le 14 juillet 1789 fut un coup de tonnerre qui résonna à travers tout le royaume, symbolisant la chute de l'autorité monarchique. En tant que roi, j'ai tenté de répondre à cette crise par un mélange de concessions et de maintien de l'ordre, mais chaque geste semblait seulement précipiter ma chute. Les mois qui suivirent furent une lutte constante pour maintenir un semblant de pouvoir, tandis que l'Assemblée constituante redéfinissait la structure politique de la France. Les réformes radicales adoptées, telles que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, transformaient la société française de manière irréversible. Cependant, ma position devenait de plus en plus précaire, ma capacité à gouverner étant systématiquement érodée par la méfiance et la suspicion. La fuite à Varennes en juin 1791, où ma famille et moi avons tenté de nous échapper de Paris, fut le point de non-retour. Capturés et ramenés sous escorte, notre tentative désespérée de fuir fut interprétée comme une trahison. Dès lors, notre sort fut scellé. Placés sous stricte surveillance, nous avons assisté, impuissants, à la montée en puissance des factions les plus radicales. En septembre 1792, la monarchie fut abolie par la Convention nationale, et je fus arrêté et jugé pour trahison. Les charges contre moi étaient à la fois un mélange de vérités amères et d'accusations politisées. Condamné à mort, je fus guillotiné le 21 janvier 1793, un acte qui marqua la fin tragique de mon règne et le début d'une nouvelle ère tumultueuse pour la France. En rétrospective, mon règne apparaît comme une série d'occasions manquées et de malentendus. Malgré mes efforts pour réformer et stabiliser la France, j'ai été dépassé par les événements et incapable de comprendre pleinement les forces à l'œuvre dans mon royaume. Mon histoire est celle d'un homme qui a voulu être un bon roi, un souverain éclairé, mais qui a finalement été emporté par une révolution dont il n'a pas su diriger le cours.